Bonjour à tous, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2020, 15 ans jour pour jour après le 29 mai 2005, date du dernier référendum national en France. Depuis, il n'y a plus le moindre référendum, et il portait à l'époque sur la Constitution européenne. Le 29 mai 2005, les Français avaient voté non de manière tonitruante à ce texte avec 54,68% des voix. Une participation électorale massive, 7 électeurs sur 10 s'étaient déplacés, et après des mois et des mois d'une campagne démocratique absolument intense. C'est l'occasion, 15 ans jour pour jour après, de parler de la dictature européenne. Car oui, ce vote du 29 mai 2005 a été annulé. Vous êtes sûrement au courant, c'est ce qu'on appelle le coup de force de Lisbonne. Je vais vous expliquer précisément ce qui s'est passé, pourquoi quelques années plus tard et comment le Parlement français scélérat s'est assis sur le vote des Français. On va voir que les coups de force se sont multipliés depuis dans toute l'Europe et que c'est une véritable dictature européiste qui s'est mise en place. Avec de nouveaux éléments dans l'actualité, ils veulent aller vers l'impôt européen et profiter de la crise du coronavirus pour cela. Et ils veulent faire avancer leur projet funeste d'armée européenne, ce qui serait la fin totale et définitive de la démocratie et l'installation d'une terrible dictature européenne. On va voir que tout ça, ce ne sont pas des cauchemars, c'est la réalité, on va en parler. On va surtout voir l'antidote, voir ensemble de manière très puissante, rapide et concrète ce qu'on doit faire face à cela pour faire crever cette Union européenne et s'arracher de cette dictature. Avant de revenir au sujet de la vidéo, je fais une petite parenthèse pour vous remercier de vos nombreux commentaires et vous remercier en particulier de vos encouragements. Merci pour vos encouragements. J'ai besoin de votre investissement intellectuel, vous le faites, investissement militant. J'ai besoin aussi de votre mobilisation financière pour faire vivre les patriotes, parce que les patriotes, je vous le rappelle, ne reçoivent pas un centime d'euro ni de l'État, ni des banques. Nous ne vivons à 100% que de nos adhérents et de nos donateurs. C'est pour cela que je vous appelle à rejoindre dès maintenant la formation politique que je préside, qui s'appelle donc Les Patriotes. Le lien pour adhérer est dans la description sous cette vidéo. Je vous attends. Nous avons vitalement besoin de vous pour votre énergie militante, pour votre énergie d'action et énergie intellectuelle, pour votre conviction d'amour de la France et du peuple français, et aussi pour vivre tout simplement, pour faire des actions, c'est-à-dire pour avoir un peu d'engagement financier. Je suis sûr que vous le comprenez et je vous attends donc aux Patriotes dès maintenant. Le lien est dans la description. Reprenons le sujet de la vidéo. Que s'est-il passé exactement il y a 15 ans? Eh bien, les Français étaient appelés aux urnes sur un texte, la Constitution européenne. Le traité établissant une constitution pour l'Europe, le TCE très exactement. Ils ont donc dit non, je vous l'ai dit, très massivement, près de 55% des voix. La campagne avait duré des mois, mais elle était, comme vous l'imaginez, très déséquilibrée en faveur du oui. Dans tous les médias, 100% des éditorialistes avaient fait campagne pour le oui, à tel point qu'un homme politique qui soutenait le non à l'époque, Laurent Fabius, avait parlé non pas d'un référendum, mais d'un propagandum. Je trouve que le mot était bien choisi. Ce qui s'est passé quelques années plus tard est la pire atteinte à la démocratie et à la dignité de la France, je dirais même, depuis le 10 juillet 1940, et je pèse mes mots, c'est-à-dire depuis que le Parlement français avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, sauf 80 parlementaires courageux. En effet, il se trouve que le 4 février 2008, donc vous voyez, près de 3 ans après le référendum du 29 mai 2005, le Parlement, réuni en congrès à Versailles, convoqué par le président de la République, qui était alors Nicolas Sarkozy, et qui l'avait convoqué le 1er février 2008, allait annuler tout simplement le résultat de ce référendum. Qu'est-ce que le Congrès? C'est quand l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent ensemble. Ça fait un peu plus de 900 parlementaires et ils se réunissent à ce moment-là dans un hémicycle au château de Versailles. Et il se trouve qu'ils avaient à ce moment-là voté par 540 voix contre 181, le 4 février 2008 donc, un projet de loi constitutionnel modifiant le titre 15 de notre Constitution. Et c'était une réforme constitutionnelle qui était un préalable obligé pour pouvoir ensuite ratifier le traité de Lisbonne. Ce traité de Lisbonne a finalement été ratifié très peu de temps après, le 14 février 2008, et il est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Et c'est un coup de force absolument terrible et indigne parce que ce traité de Lisbonne, vous l'avez compris, c'est mot pour mot la Constitution européenne que 3 ans avant, les Français, par référendum massivement, avaient rejeté. C'est le même texte, c'est même son concepteur qui nous l'a avoué. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui, dans une interview au Monde le 27 octobre 2007, disait que traité de Lisbonne égale Constitution européenne. Je le cite. Le traité de Lisbonne est rédigé exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel. Les outils sont exactement les mêmes. Seul l'ordre a changé. La boîte elle-même a été redécorée. Elle a été redécorée pour un peu flouer les Français.
C'est donc le coup de force de Lisbonne et c'est dans notre pays une terrible trahison de la part des parlementaires français et du président de la République. Je précise d'ailleurs que ce sont des parlementaires de gauche, de droite et du centre qui ont voté très massivement ce traité de Lisbonne. On va voir que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Ça s'est considérablement aggravé après, mais les prémices d'une dictature européenne étaient déjà bien présentes. Il faut savoir qu'au même moment, aux Pays-Bas, il s'est passé la même chose. Puisque les Pays-Bas avaient aussi, quelques jours après la France en 2005, voté par référendum sur la Constitution européenne. Et comme les Français, ils l'avaient rejeté massivement, avec 63% des voix, c'était début juin 2005. Eh bien, en 2008 également, aux Pays-Bas, le 8 juillet 2008, leur Sénat a quand même ratifié le traité de Lisbonne par 60 voix sur 75, alors que l'Assemblée nationale des Pays-Bas avait déjà ratifié ce traité le 5 juin 2008. Donc on voit qu'aux Pays-Bas, il s'est passé exactement la même chose qu'en France. Ça n'est pas tout à fait une première. Il faut savoir que dans les années 90, sur le traité de Maastricht, au Danemark, on avait fait revoter les Danois parce que la première fois par référendum, ils avaient voté non au traité de Maastricht. C'était le 2 juin 92. Ils avaient dit non au traité de Maastricht, les Danois, avec 50,7% des voix. Eh bien, ils ont dû revoter. Parce que dans le système européiste, dans la dictature de l'Union européenne, on revote uniquement quand on dit non à l'Europe, bien sûr. Quand on dit oui, on ne revote pas. On considère que c'est acquis pour l'éternité. Donc ils ont revoté, deuxième référendum, le 18 mai 1993, et cette fois, ils ont voté oui à 56,7% des voix. Alors, la dictature européenne n'était pas encore aussi avancée, parce que, au moins à l'époque, ils ont revoté sur un texte qui était un peu différent. Ils avaient quand même obtenu 4 exceptions, dont, ça n'est pas mince, le fait qu'ils ne rentreraient pas dans l'euro. Et encore aujourd'hui, effectivement, le Danemark a sa couronne danoise. Donc on voit que dans les années 90, bon, c'était déjà une dictature parce qu'on a imposé un deuxième référendum quand on votait mal, ce qui est tout à fait hallucinant. Mais au moins, on pouvait encore renégocier à peu près entre-temps et on votait pas tout à fait sur le même texte. C'est plus du tout ce qui se passe depuis. Vous avez vu en France, aux Pays-Bas, le coup de force, on vous fait repasser exactement le même texte. Mais on a eu la même chose en Irlande sur le traité de Lisbonne. Ainsi, les Irlandais d'abord avaient, par référendum, voté contre le traité de Lisbonne. C'était le 12 juin 2008 et ils disent non à 53,4% des voix par référendum. À ce moment-là, les institutions européennes estiment que c'est inadmissible. Et il faut que les Irlandais revotent, mais qu'ils revotent exactement sur le même texte, sans rien renégocier. Juste le lendemain du vote du premier référendum en Irlande, Donald Tusk, qui présidait alors le Conseil des ministres européens, disait, je le cite, « Le référendum en Irlande ne disqualifie pas le traité de Lisbonne. L'Europe trouvera un moyen de le faire entrer en vigueur. » Au même moment, le Premier ministre espagnol, qui était José Luis Zapatero à l'époque, disait « Il n'est pas possible que l'Irlande puisse stopper un projet aussi nécessaire. » Et effectivement, on fera revoter les Irlandais par référendum le 2 octobre 2009, un an plus tard, et cette fois, ils diront oui à 67,13% des voix sur exactement le même texte. Donc on voit que la dictature européenne s'est aggravée. Après une campagne de peur intense, on a fait croire aux Irlandais qu'ils seraient coupés du monde s'ils disaient non, et donc ils ont dit oui. Sachez que les Irlandais sont déjà coutumiers du fait, puisque sur le traité de Nice, en l'an 2001 et 2002, ils avaient déjà voté 2 fois par référendum. La première fois, ils avaient dit non, 53,9% des voix en 2001. La deuxième fois, ils avaient été obligés de dire oui, avec 62,9% des voix en 2002, sur exactement le même traité, parce qu'une campagne de peur intense avait été faite pour les impressionner. Ensuite, la dictature européenne était en roue libre. Elle s'est considérablement aggravée dans les années 2010. En 2011, en Grèce, le Premier ministre Papandréou, à l'époque, le 31 octobre 2011, annonce qu'il va faire un référendum auprès des Grecs. Et il va faire un référendum sur le plan de sauvetage de l'économie grecque qui est supervisé par l'Union européenne et le FMI, qui est en fait un plan de mise sous tutelle contre hyper-austérité de la Grèce. Et alors là, c'est la panique, parce qu'en fait, c'est un référendum qui revient de fait à faire sortir ou pas la Grèce de l'euro. Puisque le seul moyen pour échapper à ce plan d'austérité pour la Grèce, c'était alors d'avoir une nouvelle monnaie nationale et de quitter l'euro. Ça affole complètement les institutions européennes. Et donc, à l'époque, le président de la Commission européenne, qui s'appelle Barroso, dit « Nous devons tuer ce référendum ». Et effectivement, un ministre grec révélera quelques années plus tard à un journaliste que lui-même a eu très peur lorsque son Premier ministre a annoncé son souhait de faire un référendum et qu'il s'est dit en lui-même à ce moment-là « J'espère qu'il l'a dit à Madame Merkel ». C'est-à-dire, j'espère que mon Premier ministre a quand même averti la chancelière allemande. C'est tout à fait hallucinant. On voit le niveau de dictature contre les peuples que représente ce système. Et effectivement, quelques jours plus tard, je crois le 3 novembre 2011, donc 4 jours plus tard à peine, le Premier ministre grec annule son référendum et dit qu'il n'y en aura pas.
Rebelote en Grèce en 2015, là c'est sous Tsipras, vous connaissez l'affaire. Tsipras fait un référendum le 5 juillet 2015 sur le mémorandum, même affaire, un plan d'hyper-austérité de mise sous tutelle de la Grèce avec l'Union européenne et le FMI, la Troïka. Les Grecs disent non à 61,31% des voix. À ce moment-là, on explique que c'est pas possible, et qu'il faut quand même adopter ce texte. Et effectivement, malgré ce référendum, le texte est exactement adopté, il est même aggravé dans l'austérité, et Tsipras se couche. Au nom, évidemment, du maintien dans l'Union européenne et dans l'euro, c'est-à-dire imposition de la dictature européenne. Nouvelle trace en 2018 en Italie de cette dictature européenne, au moment où une coalition parlementaire remporte les élections législatives et donc va diriger le gouvernement italien. C'est une alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. À ce moment-là, le président de la République italienne, Mattarella, doit accepter le gouvernement qui lui est proposé par cette coalition qui a remporté les élections. Il accepte tous les ministres sauf un ministre important, le ministre de l'économie. Et il le refuse, c'était Paolo Savona. Il le refuse parce que ce ministre est réputé être anti-euro. Et à ce moment-là, le président de la République italienne, Mattarella, explique « Je le refuse parce que je me pose en garant des engagements européens de l'Italie ». Donc on voit que pour lui, dans son esprit, les engagements européens de l'Italie sont supérieurs à la démocratie et au choix souverain du peuple. Et c'est exactement ce qui va l'emporter puisque la coalition 5 étoiles Ligue va se coucher et va accepter un autre ministre de l'économie que celui qu'elle avait proposé, et un ministre de l'économie pour le coup pro-euro. Il faut savoir qu'à l'époque, Mattarella était en contact permanent avec Macron, Merkel et surtout Mario Draghi qui dirigeait la Banque Centrale Européenne. Petit retour sur ce qui s'est passé en Grèce en 2015, c'est très intéressant, pour voir les instruments de pression de la dictature européenne. Sachez que le lendemain où Tsipras remporte son référendum, les Grecs disent non au mémorandum. Je vous le rappelle, le 5 juillet 2015, ils disent non à 61% des voix. Le lendemain, la Banque Centrale Européenne annonce qu'elle durcit les conditions pour assurer la liquidité du système bancaire grec, acceptant le risque de provoquer un effondrement bancaire du pays. C'est une catastrophe totale. Et Mediapart dira dans un article publié ce jour-là que la Banque Centrale Européenne n'a laissé, je cite, aucune chance au gouvernement grec après la victoire du non. Et c'est parce que la Grèce ne maîtrisait ni son système bancaire ni son système monétaire, parce que la Grèce est dans l'euro, qu'elle a dû succomber aux pressions de la dictature européenne et annuler son propre référendum. Je vous le dis pour montrer la puissance de feu dictatoriale que représente l'euro et le maintien dans l'euro, et de ce point de vue-là, un instrument dans les mains de la dictature européenne. Donc vous voyez bien, les coups de force se sont non seulement multipliés depuis les années 2000-2010, ils se sont aggravés en intensité dictatoriale. Oui, c'est une dictature. Il faut appeler un chat un chat. Par beaucoup d'aspects, je ne vais pas revenir ici sur toute l'Union européenne, bien sûr, mais par beaucoup d'aspects, quand vous gérez plus déjà, quand votre politique monétaire, de plus en plus budgétaire, votre politique migratoire, votre politique commerciale et tant d'autres ne sont plus sous contrôle démocratique, ce qui est le cas quand vous transférez votre souveraineté à une instance supranationale, c'est déjà une dictature, parce que c'est l'inverse d'une démocratie. Donc évidemment, ça je ne vais pas revenir en détail. Mais par tous ces coups de force, on voit que ça a même l'allure d'une dictature. C'est vraiment des coups de force brutaux contre les peuples. Et ça peut s'aggraver avec l'actualité, sur deux aspects. D'abord, il profite de la crise du coronavirus pour avancer sur l'idée d'un budget commun de l'Union européenne et surtout d'un impôt européen qu'on viendra vous prélever directement sur votre feuille d'impôt. Ainsi, le 27 mai dernier, c'est tout récent, la Commission européenne a annoncé un plan qu'elle propose de relance européen de 750 milliards d'euros qu'elle va emprunter elle-même directement sur les marchés financiers et qu'elle s'engage à rembourser au marché entre 2028 et 2058. Et sur ce plan, il y a 433 milliards qui seront des transferts budgétaires qui iront vers les pays selon le fait qu'ils ont été plus ou moins touchés par l'épidémie de coronavirus. Et donc l'Italie recevrait 82 milliards d'euros, l'Espagne 77 milliards et la France seulement 39 milliards, comme la Pologne 38 milliards. D'abord, c'est absurde du point de vue financier pour la France, parce que la France va engager sa signature pour à peu près 20% de cette somme qui sera empruntée par la Commission européenne, c'est-à-dire pour un peu plus de 100 milliards d'euros, la France va engager sa signature. Pour recevoir, vous l'avez vu à la fin, seulement 39 milliards. Donc si la France veut avoir 39 milliards, autant qu'elle emprunte directement elle-même 39 milliards, comme ça elle s'engage sur 39 milliards et non pas sur 100 milliards. Donc on voit d'abord que ce plan de relance européen est une absurdité totale, économique, financière, je dirais criminelle, contre les intérêts de la France et les intérêts du contribuable français. Mais c'est pire que cela, parce que la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, en a profité pour dire il va falloir rembourser cette dette entre 2028 et 2058, et pour rembourser, ma solution préférée, dit-elle, c'est de trouver des ressources propres à l'Europe.
Ça veut dire concrètement créer un impôt européen. Des ressources propres à l'Europe, ça veut dire créer un impôt européen. Donc on voit que nouvelle avancée de la dictature européenne, ils veulent l'impôt européen et ils veulent profiter de l'épidémie du Covid-19 pour le faire passer. Très grand risque aussi, et peut-être le plus grand de tous, c'est l'armée européenne, évidemment. Parce que là, ça nous mettrait sous verrou. S'ils ont la force militaire, ça deviendra très difficile. Ça, il faut absolument l'empêcher. Et là, c'est pas un projet en l'air. Non, ils sont déjà en train d'européaniser notre industrie de défense. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, il faut doubler notre budget militaire. Vous pouvez aller la voir sur notre chaîne. Ils européanisent notre industrie de défense. Sachez que le futur char de combat, qui jusqu'ici était toujours national, nous avons la capacité de faire nos chars français, Charles Leclerc et tant d'autres, sera franco-allemand. Et nous avons appris il y a quelques jours qu'il sera, je cite, sous direction politique exclusive de Berlin. Au passage. Et Macron, le 6 novembre 2018, avait explicitement prôné une véritable armée européenne, je le cite, disant « Il faut nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis ». Donc on voit bien qu'ils veulent nous vendre un monde où on serait assiégé par la Chine, la Russie, les États-Unis, on serait en guerre, et donc il faut une armée européenne. Tout ça est d'une absurdité totale. Je pense et j'assume que s'il y avait demain une armée européenne, le principal adversaire de cette armée européenne, celui qui serait le plus ciblé par cette armée européenne, ce serait les peuples européens. Il est évident que le premier adversaire que cette armée se reconnaîtrait, ce seraient les peuples européens épris de liberté et de démocratie. Et que cette armée européenne serait utilisée comme force de maintien de l'ordre contre les peuples européens, beaucoup plus que dans des guerres hypothétiques et auxquelles je ne crois pas, avec la Russie, la Chine ou les États-Unis, qui sont là pour agiter des peurs. Donc il faut absolument éviter cette armée européenne qui serait un instrument terrible dans les mains de la dictature européenne. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Faire le Frexit d'abord, je vous le dis clairement. On doit évidemment sortir de l'Union européenne, de l'euro, de toute instance supranationale comme l'OTAN et toutes les autres, la CEDH, évidemment, et faire crever l'Union européenne le plus vite possible. C'est une dictature, il faut donc la faire crever. Frexit rapidement. Il faut ensuite aller plus loin. Il faut que dans notre future loi fondamentale, dans notre future constitution, on rende impossible tout principe de supranationalisme. C'est le plus jamais ça, que ça ne puisse plus arriver, qu'on puisse plus avoir d'entité supranationale contre nos peuples, notre démocratie, notre pays. Ça, il faudra l'inscrire dans la Constitution. Il faudra par ailleurs punir le Parlement français sur ce qui s'est passé avec le coup de force de Lisbonne, dont je vous parlais en début de vidéo. Pour cela, sachez que il y a aujourd'hui dans notre Constitution l'article 89 qui précise comment on modifie la Constitution française. C'est ce qui a été utilisé pour le coup de force de Lisbonne. Et normalement, la règle, telle que notre Constitution est écrite en 1958, la règle, c'était le référendum. Normalement, on modifie la Constitution française par référendum. Et l'exception, telle que l'article 89 est rédigé, c'est le Congrès. Je vous ai expliqué. Or, le problème, c'est que dans la pratique, de plus en plus, la règle est devenue l'exception et l'exception est devenue la règle. C'est-à-dire que la plupart du temps, maintenant, si ce n'est toujours, on modifie la Constitution par Congrès, par le Parlement et non plus par référendum. Alors, il faut retirer cette prérogative au Parlement français. Il faut donc modifier dans cet article 89 le Congrès. Il faut supprimer le Congrès. Il faut que toute modification de la Constitution passe obligatoirement et exclusivement par un référendum. Et ça, ce sera un verrou démocratique extrêmement puissant. Je vous lis cet article 89 pour que vous vous rendiez compte que c'était bien la règle à la base, le référendum. L'initiative, je lis, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 3e alinéa de l'article 42, très bien, et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Vous voyez, normalement, c'est le référendum. Ajout d'un paragraphe. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès, etc. Donc vous voyez que normalement, la règle c'est le référendum, ils en ont fait l'exception. Il faut donc supprimer ce congrès. Ce sera d'ailleurs une punition contre ce Parlement scélérat pour ce qu'il a fait en 2008 avec le coup de force de Lisbonne. Et plus jamais ça, il faut évidemment renforcer le contrôle populaire en créant le RIC, référendum d'initiative citoyenne, sur tout sujet, en le mettant dans la Constitution française. Ce sera un autre verrou supplémentaire pour qu'on n'ait plus jamais ça. Enfin, la démocratie, ce sont aussi nos libertés, notamment notre liberté d'expression. Il faudra donc abroger la loi Avia, qui va s'appliquer à partir du 1er juillet. Et il faudra dans notre Constitution, là aussi, renforcer considérablement les principes de liberté d'expression pour que là aussi, ce soit de plus jamais ça, qu'on puisse plus nous mettre de muselière et nous empêcher de dire ce que nous pensons. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé. Merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre les Patriotes. Le lien pour nous rejoindre est dans la description. J'ai besoin de vous, ne restez pas seuls.
Merci beaucoup. Vive la liberté et vive la France.